J'imagine que vous avez déjà vu sur le sujet les vidéos du JDG ou de Captain Popcorn. Si c'est la première vidéo sur le sujet que vous regardez, merci beaucoup. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est sorti, ça y est, au cinéma, dans une version donc américaine, mais ce n'est pas la première fois que les Américains essayent de s'approprier la série et l'animé. Petit retour sur l'histoire du dessin animé aux États-Unis. Les Chevaliers du Zodiaque, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais là, ce monument de la culture série dans notre enfance, qui a connu son pic dans le Club Dorothée, évidemment, aux États-Unis, comme tout produit étranger, eh ben, ils ont voulu faire autre chose. Alors ça donne quoi? Ça donne un doublage un peu foireux, comme nous à l'époque sur Ken le Survivant, hein, on va pas se mentir, et une diffusion tronquée de quelques épisodes. Au même moment, Dick Entertainment a acquis la licence pour explorer en DVD la série. Et ils ont eu quoi comme idée? Eh ben, de refaire encore un nouveau doublage. Donc déjà 2 doublages pour la série en quelques années, même pas un an. Mais encore une fois, série tronquée et aucune intégrale disponible pour nos amis américains. Alors censure et sortie hasardeuse en DVD n'ont pas permis à la jeunesse américaine de découvrir la série comme il faut. Ce ne sera qu'en 2018 que les Américains vont pouvoir redécouvrir la série en intégralité avec un 3e doublage qui suit la sortie de la série en images de synthèse sur Netflix. Alors on en a parlé, mais l'adaptation américaine est un objet à part entière. Nouvelles intrigues, nouveaux noms, on est en pleine réadaptation. Mais vous le savez, j'aime les lost media et les choses un peu oubliées. Il y a quelques années, vous avez sûrement entendu parler de Starstorm, cette obscure adaptation live de la série. 19 secondes ont été mises en ligne et on n'est toujours pas revenu. Un peu fauché, ces images étaient donc extraites d'un pilote de 15 minutes qui aurait servi à une possible adaptation en long métrage. Et nous sommes en 94. Derrière ce projet, il y a Renaissance Entertainment, un petit studio qui voulait dominer l'animation avec des projets nourris de la culture japonaise. Starstorm reste toujours introuvable et ce n'est pas Raymona qui dira le contraire. Cette géniale youtubeuse est adepte des lost media. Elle a notamment réussi à découvrir l'adaptation US en live action de Sailor Moon. Oui, un pilote a été tourné mélangeant live action et séquences animées. Alors si vous n'avez pas vu ces vidéos d'enquête pour retrouver le pilote, je mets les liens en description. Alors vous allez voir, c'est super prenant, il y a un storytelling de malade et on apprend beaucoup de choses sur la façon de fabriquer des remakes. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. C'est au hasard de l'algorithme YouTube que je tombe sur une vidéo de Benzaï sur Sanseiya avec une drôle de miniature. Je clique et je découvre un truc insensé, Guardians of Cosmos. Une adaptation dégueulasse, une sorte d'honteuse copie de Sanseiya. Je lance la vidéo de Benzaï, je l'arrête de suite, hein, franchement, ça fait rire qui cette voix à la con. Beaucoup mieux produit, plus long et plus... Bref, je remonte à la source et je découvre l'existence d'une nouvelle enquête de Raymona qui, en allant fouiller dans les archives, a reçu un document rare, une copie du pilote de Guardians of the Cosmos. Et dans cette nouvelle enquête, elle voulait en fait retrouver l'origine de Starstorm. Un enchaînement d'improbabilités a fait qu'elle a réussi à déterrer cette adaptation US de Renaissance Entertainment où Pégase s'appelle Zack, Athéna s'appelle Nova et où ils combattent Apollo, copie conforme du grand peuple. Assez incroyable, cette version est vraiment la première adaptation américaine de Sanseiya bien avant celle de Netflix. Alors on pourrait se dire que finalement les Américains n'ont jamais voulu faire la même histoire, le même univers, alors que Sanseiya prend vraiment sa source dans son concept. Tu croyais être le seul chevalier? Prenons le film. Ça y est, on y arrive, prenons le film. Cassios, les armures, le trailer en lui-même, rien ne sent bon dans ce projet. Alors oui, on jugera sur pièce, mais ça sent quand même le Dragon Ball Evolution 2023. Rien ne va dans ce qu'on a vu, même si j'aime bien Madison Iceman, la voir en Athéna, c'est pas vraiment la meilleure idée du siècle. J'ai vu le film le jour de sa sortie, je voulais être vraiment l'un des privilégiés à l'avoir vu. On sera peut-être très peu à en parler, à se dire j'y étais. Alors c'est une série B qui adapte la série Netflix, faut pas se mentir. Donc adaptation d'adaptation, ça fait un truc très éloigné du dessin animé. En résumé, le film Les Chevaliers du Zodiaque ne surprend pas du tout. C'est-à-dire qu'on savait que ça allait être mauvais, et ça l'est. C'est bien un film à milieu de l'animé et du manga. Nous sommes donc face à une mauvaise transposition de l'univers Sanseiya, mais nous sommes face à une adaptation plutôt bonne de la série de Netflix. En effet, on retrouve cet univers très urbain, faisant de Seiya un garçon des rues, ruelles sombres, combats clandestins, hommes riches qui ont des immenses manoirs. C'est clairement une ambiance qu'on a déjà vue dans cette adaptation Netflix qui est maintenant sur Crunchyroll. Alors le film prend son temps, beaucoup son temps, pour présenter l'histoire sans prendre le temps de présenter son univers.
Malgré la première scène introductive qui ressemble au film CGI de 2015, La Légende du Sanctuaire, jamais le film n'essaiera d'ouvrir son monde, de semer les graines d'un quelconque univers. 2 chevaliers d'or existent, via l'intro, mais rien d'autre ne sera évoqué. Pégase reste le seul chevalier potentiel avec le Phénix, Nero ici comme chez Netflix, c'est Iki. Ce n'est pas du tout un film qui pue le fanservice. Il en a même peur. Dès qu'on frôle un peu un détail connu et reconnu, le film se la joue frileux et botte en touche. Les rares occasions de démontrer l'essence même du matériel de base, c'est un ratage. Prenons l'armure de Pégase, qui se dévoile enfin pour rien. Seiya se retrouve juste avec un plastron en référence à celui qu'il porte dans le tout premier épisode de la série, avant qu'il ne gagne l'armure. L'apprentissage de Seiya prend beaucoup de temps, tout comme tout le reste de l'intrigue qui ne mène pas large. On se croirait vraiment dans un DTV de 96, une adaptation un peu non officielle, où on retrouverait justement Mark Dacascos qui est dans le film, mais plutôt en mode Seiya, vous voyez. Et je pense que ça fonctionnerait. Genre un actionneur pas si bourrin, mais sans âme. Les chorégraphies sont trop mécaniques, il est ralenti sur les coups systématiques. En gros, la photo est pauvre. Le réalisateur polonais qui s'appelle Tomek Baginski, qui vient du jeu vidéo, il fait ce qu'il peut. Quand le film embrasse enfin son héritage, sa destinée, son origine, c'est déjà la fin du film. Faut le dire, la bande-annonce, en fait, montrait tous les éléments qui parlent aux fans, mais en fait, ce sont les 15 dernières minutes. Et ces 15 dernières minutes, c'est une bande démo de ce que pourrait être le film, en fait. Je suis sûr que si on montrait ça à des producteurs, si le film n'existait pas, ils diraient oui, ok, c'est faisable. Alors oui, c'est faisable. Ça, on l'a vu. Par exemple, dans God of Egypt, on l'a vu. C'est peut-être même mieux. Dans Clash of Titans, on l'a vu aussi, des hommes avec des armures qui se battent. Alors là, le film lâche un peu les chevaux dans ces 15 dernières minutes. Ça essaye de ressembler un peu à quelque chose, mais c'est oublier la tristesse vraiment des armures. Encore celle du Phénix est plutôt classe, mais elles sont impersonnelles, trop grandes et vilaines. Prenons Marine, elle n'est pas aidée par un masque de visage de statue grecque trop grand, elle a vraiment des allures de cosplayeuse ratée. Alors que l'animé propose des personnages élancés avec des vêtements et des armures très fit, qui épousent les corps filiformes, le live action peine et semble proposer des armures en dur, trop grandes. Iron Man ou Spider-Man ont des costumes en CGI qui sont justement fités. Là, une armure n'évoque aucunement le Zodiac, gesticule devant nous. On parlait d'univers, mais c'est vraiment en toute fin qu'on essaie d'ouvrir un peu ça pour qu'il y ait une éventuelle suite. Mais vu le peu de succès au box-office, ça m'étonnerait. Alors si on ajoute à ça une musique anecdotique, des morceaux de bravoure inexistants, des antagonistes qui sont des chevaliers, entre guillemets, noirs sans grand pouvoir, le cosmos qui est une substance que ne renieraient pas les fans des midi-chloriens, dans Star Wars, une histoire vide de tout suspense, une Famke Janssen inexpressive à cause de la chirurgie, un Sean Bean qui fait le minimum, une Madison Iceman qui aurait fait une Bulba honnête, un Mark Dacascos charismatique, un Ixtal qui jubile, il reste Maki New et Diego Tinoco qui font ce qu'ils peuvent pour incarner 2 chevaliers iconiques. Alors ça fait illusion vraiment, comme je l'ai dit, 10 minutes, ça repousse sans cesse son univers. Combien il y a de chevaliers, on sait même pas, il y a mention de 2 chevaliers d'or au début et c'est tout. On sait même pas s'il y a une caste ou quelque chose. Alors Starstorm, Guardian of the Cosmos, Knights of Zodiac et les Chevaliers Zodiac au cinéma, c'est 4 adaptations qui sont purement et simplement des produits faits avec professionnalisme, mais aucunement avec l'envie de transposer fidèlement. Peut-être Starstorm, on sait pas, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Sailor Moon, les Chevaliers Zodiac, il ne manque plus que Dragon Ball, et on aura la Sainte Trinité en version cartoon US. Alors quand on sait que Renaissance a aussi été intéressé par Dragon Ball, on sent bien qu'on n'est pas à l'abri de la découverte de quelques esquisses d'un projet d'adaptation US bien avant Dragon Ball Evolution. Alors ça, c'est Dragon Ball Magic Begins, un film non officiel de 91 qui est trouvable en DVD. Les Chevaliers du Zodiac en live action, c'est un échec. Alors si vous voulez aller le voir, dépêchez-vous parce que je pense qu'il va vite sortir des salles. Est-ce que c'est dommage? Oui. Est-ce que c'est surprenant? Non.